Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de déconstruire les mythes et les croyances sur la sexualité des jeunes maghrébins. Avant de démarrer, pour démarrer ce sujet, il faudrait qu'on se remette un petit peu dans le contexte du Maroc. C'est-à-dire, je vais essayer de contextualiser sur le plan légal. Il faut savoir qu'au Maroc, les rapports sexuels hors mariage sont interdits par la loi. Ils sont pénalisés jusqu'à 1 an de prison. Les rapports homosexuels sont également pénalisés jusqu'à 3 ans de prison. Les avortements sont pénalisés jusqu'à 2 ans de prison. Et malheureusement, les violences conjugales ne sont pas reconnues au Maroc et ne sont pas et ne sont pas du tout pénalisées. Donc, je m'excuse, hein, j'ai un petit trou. Alors, je vais parler des mythes et des croyances des Maghrébins. Et je voudrais d'abord parler de la sacralisation de la virginité dans notre pays et dans les pays maghrébins en général. J'ai tous mes papiers. Bon, excusez-moi, je suis vraiment désolée. La sacralisation de la virginité au Maroc. Il faut savoir qu'au Maroc, la virginité est quelque chose de sacré et malheureusement, les gens ne savent même pas ce que c'est que l'hymen. Cette sacralisation, elle constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. La preuve irréfutable de la perte de virginité, c'est le saignement qui doit signer la déchirure de l'hymen. En arabe, la définition même de l'hymen se traduit textuellement comme suit. Il s'agit d'une enveloppe hyménéale, ce qui sous-entend que l'entrée du vagin est fermée par une enveloppe qui nécessite donc d'être percée, perforée, trouée lors de la première pénétration. Et ce saignement, lors de la première pénétration, c'est la preuve de la virginité, de la pureté de la jeune fille. De ce fait, dans la tradition populaire, cette tradition populaire, elle remet le poids de l'honneur de la famille sur la chasteté de la femme. Chez l'homme, par contre, il n'y a aucune preuve concrète de sa virginité, et cela est passé sous silence depuis de nombreux siècles. Ce qui importe pour la société maghrébine, ce n'est pas la virginité de l'homme, mais c'est sa virilité. Il faut qu'il fasse la preuve de sa virilité. Donc, depuis son plus jeune âge, la fille est soumise à un interdit majeur, celui de ne pas toucher ses organes génitaux. Attention, enlève ta main de là-bas, ce n'est même pas nommé. Et donc, les filles sont interdites de toucher leurs organes, ça ne leur appartient pas, ça appartient à leurs parents, ça appartient à la famille, ça appartient à la société. Et cette jeune fille arrive au mariage sans aucune connaissance. Et bien sûr, les hommes aussi, il faut que je le dise et il faut que je l'exprime. Les hommes n'ont pas une grande expérience dans le pays dans la défloration, dans la première pénétration. Et ils s'y prennent très souvent de façon très maladroite. Et donc, c'est une catastrophe chez nous. C'est vraiment une catastrophe. Je me perds un petit peu. Et ces hommes, on leur apprend dès le plus jeune âge que le jour où ils vont se marier et qu'ils vont devoir pénétrer leur femme, eh bien, il faut qu'ils y aillent avec beaucoup de violence, avec fermeté. Il faut qu'ils poussent très fort pour pouvoir perforer cette membrane. Donc, même les hommes, ils arrivent le jour du mariage, je vous assure qu'ils sont toujours inquiets parce qu'ils ont peur de ne pas savoir faire, ils ont peur de mal s'y prendre,
Et si la femme ne saigne pas, c'est un signe soit que la fille n'est pas vierge, soit que lui n'est pas assez puissant pour pouvoir déchirer cette membrane. Alors, les conséquences de tout ça, c'est, je vais faire un petit état des lieux. Et cet état des lieux, c'est de montrer qu'au Maroc, dans les pays maghrébins en général, on a énormément de divorces pour non-consommation du mariage. Vous imaginez que 10%, jusqu'à 10%, ça c'est les chiffres qui ont été publiés en 2021, 10% des divorces au Maroc sont en rapport avec une non-consommation du mariage. Il y a une explosion de divorces chez les jeunes. Ils se marient pendant 6 mois, pendant 1 an. On croit que le couple ne s'entend pas, mais en fait, il s'agit d'un problème au niveau de leur sexualité. Et donc, on aboutit à des troubles sexuels féminins et j'insiste énormément sur le vaginisme ce que j'appelle moi le vaginisme primo-secondaire. Je ne pense pas qu'il existe réellement, d'après mon expérience, de vaginisme primaire. Il s'agit toujours, dans 90% des cas que j'ai pu voir, il s'agit toujours d'un vaginisme suite à une douleur terrible lors de la première pénétration parce que le pénis n'a pas été guidé au bon endroit. Et donc, ces femmes développent des vaginismes qui sont parfois qui durent très longtemps parce que c'est tabou d'en parler, parce que c'est chouma d'en parler. Alors, chouma, c'est honteux en français. C'est honteux d'en parler, donc les couples vivent avec des rapports superficiels satisfaisants, je peux le dire. C'est des rapports superficiels sans pénétration qui sont satisfaisants. Et ce n'est que lorsqu'il y a un désir d'enfant ou que la pression de la famille se fait trop pressante que les couples viennent consulter pour avoir des bébés. Des fois, ils passent directement en PMA parce qu'il n'y a jamais eu de pénétration. Et ces femmes qui subissent à chaque fois des tentatives de pénétration ou qui se font violer par leur mari, parce que le viol conjugal, ça existe malheureusement dans notre pays, eh bien, ça aboutit à des pertes de libido, à des refus de rapport, bien que chez nous, la femme ne doit pas refuser un rapport sexuel parce que c'est son devoir conjugal. Et on aboutit également à des troubles sexuels masculins. C'est des hommes qui sont en perte de libido, qui n'ont plus de désir envers leur femme parce que ça ne se passe pas très bien, c'est pas satisfaisant. Et ils ont l'impression qu'ils ne sont pas performants en sexualité, alors que, parce que pour eux, la performance, c'est la pénétration. Ensuite, comme conséquence, on a les comportements à risque, c'est-à-dire les grossesses non désirées, les avortements clandestins. Ils sont estimés à 600, 800 avortements clandestins par jour dans notre pays, avec toutes les conséquences désastreuses d'infection, de mortalité. Il y a les maladies sexuellement transmissibles qui sont très fréquentes dans notre pays. Et en termes de fréquence, j'insiste sur les cancers du col de l'utérus. Les cancers du col de l'utérus, on sait tous que ce sont des maladies, que ce sont des cancers sexuellement transmissibles. Je crois que c'est le seul cancer humain qui est sexuellement transmissible. Il est dû au papillomavirus, qui est une maladie sexuellement transmissible. Et on en a beaucoup chez nous. Et heureusement, depuis quelques mois, nous avons enfin pu obtenir une prise en charge de la vaccination contre ce virus. Autre conséquence, c'est les violences collectives et interpersonnelles, les harcèlements de rue, les viols conjugaux et hors conjugaux. Alors maintenant, pour essayer de déconstruire tout ça, pour aller vers une
essayer d'aller vers une sexualité émotionnelle et affective, eh bien, je commence dès le jeune âge. Et ça, on arrive à essayer d'éduquer les parents. C'est la découverte du corps des filles, des petites filles, à l'âge normal, de l'âge de 2-3 ans. On sait que c'est un interdit total. Les filles sont interdites de toucher leur corps sexuel, leurs organes génitaux dès la petite enfance. Ne touche pas là-bas, c'est sale, tu vas déshonorer la famille. Enlève ta main de là-bas, 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 ça ne veut rien dire. La fille ne sait même pas de quoi il s'agit. Et elle grandit avec cet endroit qui ne lui appartient pas. Il ne lui appartient absolument pas. Et j'ai envie de dire aux mamans, et j'ai envie de dire aux parents que il faudrait changer un petit peu ces traditions parce qu'elles ne mènent à rien. Même une petite fille de 2-3 ans, si elle se touche les organes génitaux, ça n'a rien de sexuel. On sait que la sexualité en tant que telle n'apparaît que vers la puberté, lorsque garçons et filles commencent à sécréter leurs hormones sexuelles. Et donc, la petite fille, elle va découvrir, c'est comme elle va découvrir son nez, elle va mettre le doigt dans le nez, elle peut même mettre le doigt dans les yeux ou dans les oreilles. Elle se découvre, elle découvre son corps. Et donc, moi, je pense qu'on devrait dire à toutes ces petites filles, on ne devrait pas leur interdire de toucher leur corps. On devrait leur dire, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est ton intimité, tu dois la préserver. Si tu veux y toucher, il ne faut pas le faire devant les gens. Et il faut profiter justement de cet âge de la vie pour initier ces gamines, de leur dire que tu peux y toucher, mais ne laisse jamais un adulte te toucher là-bas. Et ça nous permettrait d'éviter les violences chez les petites filles. Parce que chez nous au Maroc, les filles, on a beaucoup d'inceste, on a beaucoup d'attouchements par le cousin, par la cousine, par le voisin, par le papa, voilà. Maintenant, j'arrive à l'adolescence. Alors, à l'adolescence, eh bien, la sexualité s'éveille chez les garçons, elle s'éveille chez les filles, mais malheureusement, les filles, hein, on a toujours cet interdit. Tu ne dois pas te toucher, tu ne dois pas te découvrir. Or, si on va du côté de l'anatomie, on sait que le clitoris est bien loin de l'entrée du vagin et que la fille ne risque pas de se déflorer en touchant son vagin. De toutes les manières, c'est tellement interdit qu'elle va peut-être pouvoir toucher son clitoris. Et je suis peut-être ravie, c'est un grand mot, mais je suis contente de voir toutes mes jeunes patientes avouer qu'elles se masturbent, bien que j'en vois souvent qui viennent me dire « Madame, je me masturbe, est-ce que c'est normal ?» Donc, et puis avant, et bien sûr, on arrive avant les premiers rapports sexuels, les jeunes femmes ne connaissent rien de leur intimité. Et c'est pour ça que je voudrais insister je vais essayer de décrire une manière d'aborder la sexualité d'un plan scientifique, d'un plan anatomique, et j'aime bien à faire le distinguo entre les organes génitaux masculins et les organes génitaux féminins. Et en particulier, je fais essayer de faire la distinction et en parlant des organes sexuels féminins et des organes sexuels masculins. Parce que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on connaît bien, pas tous les gynécologues, mais tous les sexologues connaissent bien l'analogie entre l'appareil sexuel féminin et l'appareil sexuel masculin. Donc là, j'ai peut-être quelques diapos à vous montrer. Je m'excuse. Donc, Afifa, vous allez être capable de faire le partage d'écran ou vous voulez l'essayer?
je sais pas comment, vous n'êtes pas arrivé à retrouver Oui, le, ben, pour l'instant, c'est moi qui partageais l'écran et étant donné que ben là, je viens de vous ai, suivre votre discours, donc alors, vous oui, voulez alors si vous m'indiquer pouvez, celle que vous voulez présenter, je le présente déjà. oui, alors si vous pouvez aller à la diapo 9, voilà. Donc, cette diapo, elle est très parlante, elle est très amusante, mais ça représente exactement l'analogie des organes sexuels féminins et masculins. Nous remarquons que le pénis et le clitoris sont des organes identiques, sauf qu'ils n'ont pas euh, la même disposition, la même disposition. Le pénis, il est externe, le clitoris est en grande partie interne. Donc, si et les garçons et les filles connaissaient et conscientisaient cette image, ça permettrait d'améliorer beaucoup de choses. Et donc, je fais aussi ce distinguo entre l'appareil génital et sexuel. Le pénis, il y a un seul organe. Et pour cet organe, il y a 3 fonctions. Il y a une fonction sexuelle, il y a une fonction urinaire et il y a une fonction de reproduction. Chez la jeune femme, par contre, elle a un organe différent pour chaque fonction. Il y a le clitoris, qui est son organe sexuel, de plaisir. Il y a le méa urinaire qui se trouve un tout petit peu plus bas, en sachant que son canal urinaire est interne, alors que le canal urinaire de l'homme est externe. Et il y a le vagin et l'utérus qui sont ses organes de reproduction. Si on reste très terre à terre, je m'excuse, mais je vais rester très terre à terre. Le vagin, à quoi il sert? Eh bien, il sert à accueillir le pénis à l'intérieur pour qu'il puisse faire ses mouvements de va-et-vient et pour pouvoir éjaculer à l'intérieur du vagin pour que la femme puisse être fécondée. Et l'utérus de la femme, bien sûr, va lui servir à accueillir ce petit embryon et à le faire grossir. Et une fois qu'elle va accoucher, eh bien, le bébé, pour sortir de l'utérus vers l'extérieur, il va devoir traverser le vagin. Donc, le vagin, c'est l'organe de reproduction de la femme. Et on sait, nous tous, en tant que gynécologue, on sait tous que le vagin est une muqueuse qui est absolument insensible. La muqueuse vaginale ne possède aucune terminaison nerveuse. Et je défie tout obstétricien qui a dû recoudre un jour une femme qui a eu une simple déchirure vaginale. Lorsqu'on recoud un vagin, une muqueuse vaginale, la femme ne ressent rien du tout. Et effectivement, quand j'en parle à mes collègues, ils me disent « C'est vrai, tu as raison, on n'y avait jamais pensé ». Donc, je reviens sur le distinguo entre je vous ai mis une petite planche d'anatomie qui permet de revoir un petit peu l'organe génital sexuel de l'homme et l'organe génital sexuel de la femme. Et on voit bien l'emplacement du clitoris chez la femme et l'emplacement du pénis chez l'homme. Alors, je voudrais beaucoup insister si on abordait l'éducation à la sexualité de cette manière. Eh bien, beaucoup d'hommes pourraient apprendre à mieux connaître leur femme sur le plan sexuel et pourraient insister sur les préliminaires. J'ai beaucoup de patientes que je traite pour vaginisme et une fois qu'elles apprennent à conscientiser leur anatomie, alors j'utilise énormément le miroir. Donc, je permets aux femmes, je leur donne un miroir et je leur fais un cours d'anatomie de visu. Donc, ça leur permet de s'approprier
parce que beaucoup me disent se réapproprier. Mais qu'est-ce qu'elles vont se réapproprier? Elles ne connaissent pas. Donc, ça leur permet de s'approprier cette zone de leur corps qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles n'ont jamais visualisée. Parce qu'une femme, elle ne peut pas visualiser ses organes génitaux. Il faudrait qu'elle soit très contorsionniste pour pouvoir visualiser et comprendre qu'est-ce qu'elle a entre les jambes. Donc, une fois qu'elles ont visualisé leur clitoris, qu'elles ont visualisé l'entrée de leur vagin, on leur fait faire des petits exercices de contraction, relâchement, et elles voient que elles ont que ce petit trou, elles imaginent ce petit trou. Je leur dis, mais madame, ce n'est pas un petit trou, c'est une entrée. Et cette entrée, vous pouvez la gérer en relâchant votre périnée ou en contractant votre périnée. Et elles arrivent à introduire toutes seules. Bien sûr, je les guide un petit peu au début, mais c'est elles-mêmes qui l'introduisent. Ce n'est pas à nous, professionnels de santé, d'introduire un corps étranger dans le vagin de la femme. Pour moi, c'est une violence gynécologique. C'est à elle de l'introduire et de ressentir comment elle l'introduit. Et comme ça, eh bien, le mari elle pourra guider la pénétration. Je n'ose pas, parce que ça me fait mal au cœur, mais toutes les femmes que je vois les lendemains de première tentative de pénétration, eh bien, elles ont le vestibule complètement abîmé, contu, parfois complètement déchiré. Et c'est une maladresse de l'homme parce que l'homme n'a même pas conscience de ce qu'il fait et il n'a même pas conscience qu'il a pu faire mal à sa femme. Bien sûr, les parents disent à leur fille, mais ma fille, tu vas te marier, c'est ton mari, donc tu vas avoir mal, tu vas saigner, mais c'est ton mari. Tu dois, je ne sais pas comment on le dit en français, il faut avoir de la patience et il faut supporter cette douleur. Mais je ne pense pas que ce soit la réalité. Je pense que c'est dommage de continuer à véhiculer ces croyances, ces mythes et ces croyances. Parce que, en fait, si la femme connaissait bien ses organes génitaux, elle saurait, elle sentirait. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, mais je sens que c'est pas par là, mais je sais pas par où c'est. Et ces vestibulites, ces déchirures, eh bien, je vous assure que quand je reçois des couples, j'ai eu des hommes qui se sont évanouis parce qu'ils se sont rendus compte de l'horreur qu'ils avaient réalisée. Et c'est terrible. Et malheureusement, les hommes, j'ai l'impression que c'est pas qu'au Maroc et que c'est beaucoup ailleurs. Ils font leur éducation sexuelle sur les films pornographiques. Et donc, la pornographie, elle présente souvent la sexualité comme un acte violent où le plaisir de la femme n'est jamais représenté, il est souvent simulé. Et on sait encore que 60% des femmes simulent l'orgasme en pénétration et que son orgasme, il se trouve ailleurs. Il suffit juste d'apprendre aux femmes qu'il suffit juste qu'elles arrivent à conscientiser leur périnée parce que le périnée, il s'insère exactement au même endroit que le clitoris. Donc, si la femme apprend à contracter, relâcher son périnée, elle peut avoir de magnifiques sensations en pénétration parce qu'elle va stimuler ses corps spongieux et elle va stimuler son clitoris. Et en pénétration, elle peut avoir un orgasme vaginal via son clitoris. La sodomie est interdite dans notre religion, mais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes préfèrent, préfèrent braver l'interdit de la sodomie plutôt que de braver l'interdit de la pénétration. Il faut qu'elles préservent leur virginité jusqu'au mariage. Maintenant, il faut savoir que notre pays se libère un petit peu, que les femmes sont actives. Il y a beaucoup de femmes qui sont actives
je vais dire, dans les grandes villes qui sont actives sexuellement. Et eh bien, le jour, quand elles approchent du jour de leur mariage, eh bien, elles vont voir un gynécologue ou un chirurgien qui va reconstituer leur hymen. Comme ça, elles vont avoir mal et elles vont saigner le jour de la pénétration et ça va saigner. Parce que le signe inéluctable, le vrai signe qu'elle perd sa virginité, c'est le saignement. Donc, elles viennent refaire, on leur fait un petit point de suture ou 2 points de suture. Et ben les points de suture la peau va craquer, au niveau des points de suture et la femme va saigner. Et voilà, le mari n'y voit que du feu et l'honneur de la famille est préservé. Alors, l'homosexualité chez nous est bien sûr interdite, elle est pénalisée par la loi, mais nous avons des couples homosexuels qui vivent au Maroc. L'homosexualité, elle reste très taboue, mais il faut savoir que ça existe chez nous. Ça existe chez nous, ce n'est pas revendiqué, ça se fait en cachette, et voilà, on n'en parle pas, mais elle existe. C'est de 6 mois à 3 ans de prison. C'est-à-dire si on trouve un couple homosexuel, on peut les emprisonner. Ils sont tout de suite emprisonnés. Donc, ça se fait en cachette. C'est vraiment en cachette. Il y a des... Voilà. Alors, très souvent, je reçois les couples. Je reçois des couples. Et je demande à la femme si elle accepte que son mari entre dans la salle d'examen. Elle accepte, les hommes acceptent. Ça, j'ai été très surprise parce que très souvent, au début, les femmes me disaient « Oh non, non, c'est chaud, il ne faut pas qu'il me voie comme ça, les jambes écartées. » Je dis « Mais votre mari vous a déjà vu comme ça ?» Elle m'a dit « Oui, mais c'est dans le noir. » Bon, bref, bon, donc il rentre et je lui dis prenez une chaise, asseyez-vous parce que j'ai souvent des hommes qui tombent dans les pommes. Donc quand ils disent qu'ils ont eu des relations avant et qu'ils connaissent et qu'ils savent tout, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Bon, c'est un peu faux. Donc la dame est en position et je commence à l'examiner. Je ne l'examine pas, je lui donne un miroir et je lui fais poser sa main. Je lui demande de poser la paume de sa main sur son os pubien et je lui dis de descendre ses doigts et je lui dis, Madame, qu'est-ce que vous sentez quand vous courbez les doigts? Elle courbe ses doigts, elle me dit, ben, il y a quelque chose de creux, il y a un creux. Je lui dis, oui, ce creux, ben, Madame, c'est votre vagin, c'est le conduit qui va mener vers votre utérus. Elle me dit, mais c'est grand, c'est large. Je lui dis, mais c'est votre vagin en fait. Ah, d'accord. Donc, ensuite, je lui fais descendre le doigt de son os pubien un petit peu plus bas et je lui dis, posez votre doigt là, appuyez un petit peu et passez votre doigt de chaque côté. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai de très jolies réponses. Il y a un os, il y a quelque chose de dur, on dirait un nerf, on dirait quelque chose. Je dis, Madame, c'est votre clitoris. C'est le gland de votre clitoris. Ah bon? Ah ben, j'aurais jamais pensé, j'ai jamais touché, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je lui dis, ben voilà, essayez de le percevoir. Et je lui montre avec le miroir, je lui dis, ben, c'est comme les garçons qui ne sont pas circoncis. Le gland de leur pénis, il est recouvert par une peau. Et nous, les femmes, au Maroc, on n'a pas de circoncision. On n'est pas circoncise. Malheureusement, dans d'autres pays africains, il y a des excisions. Mais les Marocaines, elles ne sont pas. Donc, si on relève un petit peu la peau que vous avez, ben vous voyez, voilà le gland de votre clitoris. Elle le voit, elle me dit, ah, mais il est tout petit. Je lui dis, oui, il est tout petit, mais votre mari fait pipi par là-bas. Et ben vous ne faites pas pipi par là-bas. Ça, c'est votre organe sexuel. Donc, il est tout seul, il est à part. Et bien sûr, je lui montre, je lui explique où se trouvent ces corps spongieux
ils sont derrière vos grandes lèvres. Et donc, quand vous allez contracter en pénétration, eh ben, vous allez ressentir des choses. Après, je leur fais faire des exercices en position assise et elles ressentent beaucoup mieux les choses. Ensuite, je descends, je lui montre son méa urinaire. Ah, c'est par là que je fais pipi? Ah ben, je ne savais pas, je croyais que je faisais pipi par en haut. Bon. Ensuite, je lui fais visualiser l'entrée de son vagin et je lui explique que c'est par là que le pénis va rentrer. Elle me dit, mais c'est tout petit. Je lui dis, non, non, ne vous inquiétez pas. Vous voyez le creux que vous avez palpé tout à l'heure? Eh bien, ce creux, ça correspond à votre vagin. Et bien sûr, je leur explique avec une planche anatomique que le vagin, c'est une muqueuse qui n'est pas sensible. Et elle me dit, mais pourquoi j'ai mal quand mon mari rentre ou quand il me pénètre? Je dis, ben, le frottement à sec, ça fait mal. Donc, il faut que vous soyez bien lubrifié. Et donc, j'explique à l'homme et à la femme. Je dis, monsieur, comment vous savez que vous êtes excité? Ah, il ne me répond pas parce qu'il a honte. Je lui dis, ben, vous avez une érection. Il me dit, oui, oui, tout à fait. Je lui dis, et comment vous savez que votre femme est excitée? Il me dit, ben, je sais pas, elle respire fort, elle a les mamelons qui pointent, elle a le regard qui change. Je lui dis non, monsieur, je vous demande de ressentir, qu'est-ce que vous ressentez de physique chez votre femme? Je lui dis, vous mettez pas la main entre ses jambes, si vous mettez la main. Il me dit, oui, oui, c'est vrai, ça devient un peu mouillé. Je lui dis, ben, ça veut dire que votre femme est excitée. Ah, ben, je savais pas. Voilà, donc, et même les femmes, je leur dis quand vous êtes excitées, vous êtes lubrifiées. Donc, je fais l'excitation chez l'homme, c'est l'érection, et chez la femme, c'est la lubrification. Donc, ils me disent, et donc, et après, je dis, tant que votre femme est lubrifiée, c'est qu'elle est excitée. Et donc, si vous sentez que votre, alors c'est ce que je vous disais l'autre jour, les lubrifiants au Maroc, on en trouve même chez les épiciers, ça existe partout et tout le monde en achète parce que les hommes, ils n'aiment pas trop se casser la tête. Pour eux, dès qu'ils ont une érection, il faut qu'ils pénètrent. Et ils pénétrer à sec, je leur dis, c'est pas très chouette pour votre femme. Si vous pénétrez à sec, c'est que votre femme n'est pas excitée et que vous allez faire une pénétration de façon un peu égoïste. C'est le devoir conjugal. J'y reviens toujours. Donc, ça permet aux femmes d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir quand elles sont excitées. Qu'est-ce que c'est qu'une excitation? Je leur dis, mais quand vous êtes excitée, vous ne sentez pas que vous êtes un peu mouillée? Elle me dit oui. Je lui dis, ben, c'est là que vous devez participer au rapport, bouger un petit peu votre bassin. Voilà, j'essaie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que je dis souvent à mes jeunes couples. Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, moi personnellement, j'étais encore un peu jeune, et ben, l'éducation sexuelle, c'était les chanteuses populaires, ce qu'on appelle les chérettes, qui ont fait notre éducation sexuelle. Parce qu'elles parlaient de façon indirecte de sexualité et elles nous ont appris beaucoup de choses. Notamment la première fois, on a une chanteuse très populaire qui est décédée malheureusement et qui avait une chanson qui est très connue chez nous au Maroc. Les jeunes ne la connaissent pas, mais je leur dis, allez, écoutez. C'est cette première fois, bien cette femme, elle chante, elle dit, s'il te plaît, va doucement, je suis encore vierge, vas-y tout doucement. Et ça se disait il y a 30 ans, ça se dit plus aujourd'hui. Et quand je le dis aux mamans, je leur dis, mais vous savez, cette chanteuse très connue, elle avait une chanson pour la première fois. Je trouve ça très mignon parce que les couples, maintenant, je leur dis, ben, écoutez, mettez la cassette, écoutez la musique, dansez ensemble, tous les deux, sur cette musique. Vous allez avoir le rythme. La danse, chez nous au Maroc, elle est très sexuelle. La danse marocaine est très sexuelle. Donc, j'essaie de leur faire conscientiser. Je leur dis, mais quand vous êtes dans une fête et que les danseuses professionnelles dansent, vous voyez tous les hommes qui sont là devant et qui regardent, mais c'est très sexuel. Pourquoi ils regardent? Alors, les hommes, ils ont un rire en demi-coin
Et la femme, je lui dis, vous savez danser? Elle me dit, oui, je sais danser. Ben, je lui dis, ben, dansez avec votre mari. Et vous allez voir, vous allez ressentir plein de choses. Voilà. Donc, j'essaye de leur faire percevoir, euh, de leur faire, de leur faire conscientiser qu'elles dansent dans des soirées, elles dansent des danses très sexuelles, mais elles n'ont absolument pas conscience que c'est sexuel. Et leur mouvement de bassin, comment vous allez accompagner la relation sexuelle en emmenant votre bassin vers l'avant et vers l'arrière. C'est comme si vous dansiez un mariage. Alors, mettez de la musique, dansez avec votre mari, vous allez voir comment ça va se terminer. Et généralement, ça se termine très bien. Je rigole un peu, mais ça fait partie de... Ça fait partie c'est dans notre corps, c'est dans nos rythmes, mais on ne fait pas le rapprochement. Bien oui. Alors, ma première approche, je demande à la femme de passer en salle d'examen. Donc, elle passe en salle d'examen et très souvent, elles sont très coincées. Il est impossible de leur faire ouvrir les jambes. Donc, je commence par un exercice de respiration. Et pour cela, ce n'est pas une respiration simple. Je demande à la femme de faire une respiration inversée. C'est-à-dire, quand elle inspire, il faut qu'elle rentre son ventre. Et quand elle expire, je lui demande de gonfler son ventre comme un ballon. Et puis, je la fais respirer 2, 3 fois. Une fois qu'elle commence à faire ça presque naturellement, entre guillemets, je lui dis, qu'est-ce que vous ressentez entre vos jambes? Là, je vous dis, elle a les jambes fermées. Qu'est-ce que vous ressentez entre vos jambes? Elle me dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Bon, déjà, j'ai gagné. J'ai commencé à gagner quelque chose. Ensuite, je lui demande d'essayer à chaque mouvement expiration, à chaque expiration, je pose mes mains sur ses genoux. Je ne dis surtout pas écarter les jambes. Alors ça, aucun gynécologue ne devrait dire à une patiente écarte tes jambes. Je lui dis, je pose mes mains sur ses genoux et je lui dis maintenant, à chaque expiration, vous allez laisser tomber vos jambes de chaque côté. Et bien sûr, j'accompagne mon mouvement, j'accompagne avec mes mains un tout petit peu pour qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est que de laisser tomber ses genoux. Elle laisse tomber ses genoux sans s'en rendre compte, et bien elle a les jambes ouvertes. Et elle les ramasse tout de suite. Je lui dis non, 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 détendez-vous, laissez tomber vos genoux. Et j'y vais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une fois qu'elle a laissé tomber vos genoux, je lui dis maintenant, est-ce que vous n'êtes pas curieuse de savoir ce que vous avez entre vos jambes? Et donc, je fais travailler la curiosité. Je les emmène vers la curiosité plutôt que vers la peur. Moi, j'ai presque envie de dire que le vaginisme, ce n'est pas une contraction réflexe du vagin tel qu'on nous l'a enseigné depuis des années et des années. Je crois que c'est même des études canadiennes qui ont été faites. Ils ont placé ils ont fait des électromyogrammes au niveau de l'entrée du vagin et au niveau du périnée chez les femmes vaginiques. Eh bien, ils n'ont pas trouvé de différence significative entre une contraction volontaire et une contraction involontaire. Il n'y a aucune. Donc, et puis je dis que si toutes les femmes arrivaient à contracter l'entrée de leur vagin de façon à interdire une pénétration, eh bien, je crois qu'il n'y aurait pas de viol, que le viol ne serait pas possible. Or, nombre de femmes se font violer partout dans le monde. Donc, ce n'est pas une contracture réflexe du vagin. Ah, peut-être que je pousse un peu loin, mais je pense que non, ce n'est pas une contracture réflexe du vagin, c'est plutôt une contracture réflexe des adducteurs, des cuisses. Les femmes, elles referment leurs jambes avec violence et elles repoussent leur mari. C'est la grande bataille. Hein. Chez les vaginiques, c'est une bataille. Elles se bagarrent, elles serrent leurs jambes, elles poussent leur mari avec leurs pieds, elles les poussent avec leurs bras. J'ai même une patiente qui a failli crever l'œil de son mari parce qu'elle avait des ongles longs et elle l'a tellement repoussé qu'elle a failli lui crever l'œil.
Donc, c'est ça, elles ont, comme quand on veut se défendre très, très fort, et c'est comme ça, et puis c'est leur mari, c'est pas un violeur. Donc, le mari, eh ben, voilà, il n'arrive pas à faire de pénétration par ces gestes de violence. Mais cette contracture réflexe du vagin, je n'y crois pas. Bien sûr, on ne peut pas demander à une dame d'emblée de contracter son vagin. Elle ne saura pas. On va lui demander de contracter comme si elle se retenait d'aller faire pipi, ou je leur demande des fois, je leur dis, vous êtes devant des gens, vous avez un gaz qui va sortir et vous allez contracter votre anus très fort puisqu'il s'agit du même muscle. Eh bien, quand elles contractent leur anus ou quand elles contractent, elles essayent de se retenir pour faire pipi et qu'elles se regardent avec le miroir, elles voient que leur vagin se ferme. Très souvent, lorsqu'on a des vestibulites, les gynécologues, enfin, je pense que quand j'en parle à mes confrères et à mes consoeurs, je leur dis, mon Dieu, les vestibulites, oui, les vestibulites, c'est psychologique, c'est patati, c'est patata. C'est une pénétration maladroite. C'est parce que le pénis de l'homme se pose sur le vestibule et qu'il fait son effort, enfin qu'il fait sa petite poussée pour entrer dans le vagin. Et ça devient chronique. Les femmes n'en ont pas conscience. Maintenant, je dis que toutes les femmes, quelle est cette épouse, même une femme mariée depuis 20 ou 30 ans, si le mari rentre un peu trop fort et qu'il ne rentre pas au bon endroit, elle va lui dire « Aïe, c'est pas là, attends, attends », et puis elle le replace. Mais les petites jeunes, elles ne savent pas replacer. Et une vestibulite, il faut la montrer à la patiente. Je leur montre avec le miroir, voilà où est-ce qu'il est, où est-ce que votre mari a. Une vestibulite, elle n'est pas spontanée. Bon, je vais peut-être parler des strings qui peuvent provoquer des vestibulites. Hein. Maintenant, c'est beaucoup moins à la mode, mais je vais parler des strings, je vais parler des pantalons particulièrement serrés dans l'entrejambe, mais je peux vous dire que les vestibulites, c'est suite à une pénétration maladroite, une tentative de pénétration maladroite. Donc, c'est très facile à gérer, c'est très facile à régler. Il suffit d'apprendre à la femme, une fois qu'elle a visualisé et qu'elle a compris que c'était pas… Ah, et effectivement, le fameux test du coton-tige, dès qu'on pose le coton-tige, et moi, quand je demande à mes patientes et que je pose un petit… souvent, je n'utilise pas de coton-tige, j'utilise un petit tube à prélèvement, je le pose. Ah, c'est ce que je ressens avec mon mari. Donc, c'est systématique. Elles ne vous disent pas « aïe », moi, elles me disent « c'est ce que je ressens quand mon mari essaye de pénétrer ». Donc, la vestibulite, c'est en rapport avec une pénétration maladroite. Je lui fais faire des exercices. Je lui fais faire des exercices. Très bien. Alors, pour la jeune femme qui est encore vierge, j'utilise tout simplement un spéculum de vierge. Donc, en lui expliquant, bien sûr, j'explique qu'une jeune fille, et ça ne rentre pas dans la tête des gens, dans notre société, ça ne rentre pas dans la tête ni des mamans, ni des jeunes filles. Je leur explique que toute jeune fille, vers l'adolescence, elle peut introduire un doigt dans son vagin. L'hymen, ce n'est pas une enveloppe qui est fermée. Et vous avez de la chance, vous, en Europe, les jeunes filles, vers l'âge de 14 ans, quand elles ont leurs règles, elles vont voir leur maman et elles leur disent « Maman, j'ai envie d'introduire un tampon, comment est-ce que je peux introduire un tampon ?» Il y a des mini-tampons. Les mamans apprennent à leurs filles à introduire un tampon parce que les mamans savent qu'on peut introduire un doigt. Ici, au Maroc, nous, c'est interdit les tampons, on n'en parle même pas. Même les femmes adultes, même les femmes mariées qui ont des enfants n'utilisent pas les tampons. Il y a une espèce de… je ne vais pas dire d'égo, elles sont dégoûtées de faire entrer quelque chose en elles. Très souvent. Et de honte. Hein. Donc, c'est une honte. Elles ne peuvent pas faire entrer quelque chose à l'intérieur et c'est interdit.
Et les filles n'osent même pas, je vous dis, on a des problèmes de toilette. On a un problème d'hygiène intime chez les jeunes filles parce que à peine si elles effleurent les grandes lèvres. Elles ne se lavent pas correctement. Et quand elles restent trop longtemps à la salle de bain, la maman, elle vient taper à la porte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu as tardé? Et ça, c'est classique chez nous. Donc, j'utilise un spéculum de vierge. Et donc, une fois que la femme a compris sa concavité, elle a compris qu'il y a un creux, d'accord? Donc, je lui fais poser le spéculum. C'est elle-même qui le pose. J'utilise toujours un peu de vaseline, j'utilise un préservatif et je lui donne et je lui dis maintenant, tu poses le spéculum sur ton os, d'accord? Tu descends ton spéculum tout doucement et tu vas sentir le creux que tu as senti avec ta main tout à l'heure. Tu vas sentir ce creux. Je lui demande de pousser très fort, comme si elle allait aux toilettes, et de tourner son doigt et de tourner l'appareil vers l'intérieur. Et elle le rentre. Et elle me dit, waouh, c'est rentré tout seul. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Des fois, elles en pleurent. Elles en pleurent de rage parce que ça fait 3 ans qu'elles sont vaginiques et qu'elles ne savaient pas par où ça rentrait. Donc, il suffit qu'elles connaissent leur anatomie, qu'elles savent qu'elles suivent leur os. Je lui dis, contournez votre os et introduisez votre appareil vous-même. Oui. Et elles peuvent introduire après, et les femmes vaginiques qui ont eu des incisions, parce qu'il faut savoir que c'est très pratiqué chez nous, elles sont vaginiques, elles vont chez le gynécologue. Ah oui, vous avez un hymen trop épais, on va vous l'inciser et puis c'est terminé et allez faire ça avec votre mari. Elles ont incisé leur hymen, elles ne sont plus vierges. Le gynécologue a montré dans une petite compresse le saignement et 5 ans après, le couple n'a toujours pas de pénétration. Donc ces vaginiques qui ne sont plus vierges, eh ben, au lieu d'utiliser, je commence toujours par un tout petit appareil et j'utilise des dilatateurs, mais je ne les utilise pas moi-même. Voilà la grande différence. C'est qu'on fait acheter des dilatateurs aux patientes et on leur demande de travailler chez elles mais un vagin n'a pas besoin de se dilater. Il peut s'ouvrir tout seul jusqu'à 10 centimètres. Donc, ça n'a pas besoin d'être dilaté. Il suffit juste que la femme prenne conscience qu'elle peut faire rentrer tout seul quelque chose de plus gros qu'un doigt. Elle introduit ça avec la respiration. Elles suivent leur respiration inversée. Pendant qu'elles inspirent, je leur dis ne bougez pas, ne faites rien. Et au moment où vous expirez, et d'ailleurs, dès qu'elles commencent à introduire le petit spéculum ou le petit dilatateur, je lui dis, vous poussez et en même temps, vous commencez à le faire rentrer. Elle commence à le faire rentrer, je lui dis maintenant, relâchez-vous. Et dès qu'elle se relâche, l'appareil rentre tout seul. Elle n'a même pas besoin de le faire rentrer. Et ça, c'est des choses que j'ai appris sur le tard, quoi, que j'ai appris à utiliser sur le tard et ça marche extrêmement bien. Une fois que j'explique l'anatomie, on sait tous, nous, gynécologues, que le vagin est une muqueuse. Et cette muqueuse, elle est entièrement plicaturée. Il y a plusieurs plicatures. Alors, je donne souvent l'exemple de l'accordéon. Hein. Donc, un accordéon est fermé et je leur dis, il y a des plicatures dans votre vagin, c'est comme un accordéon et vous jouez de la musique avec l'accordéon, vous ouvrez l'accordéon, vous le refermez, ben, votre vagin, c'est la même chose et vous allez pouvoir faire de la musique avec votre vagin. Voilà, il suffit juste d'enjoliver un petit peu les choses et pour qu'elles comprennent, j'ai une image que vous avez trouvée jolie la dernière fois. Je leur fais le comparatif entre leur vagin. Je leur dis, écoutez madame, imaginez, et le mari est présent, imaginez madame un pot de miel. Un pot de miel, et ça c'est dans notre culture. C'est une culture marocaine et je vais vous dire, c'est un gardien de parking qui m'a
qui m'a donné cette information que je ne connaissais pas il y a une dizaine d'années. Eh bien, on fait rentrer, admettons, une bouteille dans le miel. On sait que le miel a cette particularité. C'est pas comme si je mets une bouteille d'eau, une bouteille dans un seau d'eau, et ben l'eau va déborder. Le miel ne déborde pas. Donc, on introduit une bouteille dans le miel, et bien le miel va prendre exactement la forme de la bouteille. Il va coller à la bouteille. D'accord? Et puis, quand on ressort la bouteille du pot de miel, le miel reprend sa place. Donc, le vagin va reprendre sa place, même après un rapport sexuel. Et même les jeunes femmes, quand elles ont introduit le spéculum de vierge, elles l'ont introduit elles-mêmes. Après, je l'ai fait pousser, comme ça, il sort tout seul. Elle ne risque pas de se faire mal. Je lui redonne le miroir et je lui dis, Madame, est-ce que vous voyez une différence? Donc, j'explique que en fait, l'hymen, il s'agit de la plicature externe du vagin. C'est la dernière plicature du vagin qui est externe. Donc, elle peut s'étirer, elle peut s'ouvrir et elle peut se refermer. Maintenant, il y a plusieurs types d'hymen. Et il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont un hymen, ça mesure, je vais dire, 2 millimètres. Hein, et il est semi-lunaire. On n'a pas un hymen qui fait tout le tour de l'entrée du vagin. Parce que si l'hymen se déchirait au niveau tout près du méa urinaire, on aurait des déchirures catastrophiques. Donc, l'hymen se trouve à l'arrière, en arrière, et il est un tout petit peu surélevé. Et juste en dessous de cette petite surélévation, il y a le vestibule. Donc, vous comprenez que l'homme, s'il pénètre dans le vestibule, il ne peut pas rentrer. Il y a le noyau fibreux central du périnée qui est là-bas. C'est un muscle, c'est une peau, c'est très sensible, c'est très vascularisé. Et les déchirures de l'hymen, c'est là que ça... Les déchirures, les hommes y croient et ils me disent, ben oui, je lui dis, monsieur, est-ce que vous êtes sûr que vous avez pénétré? Il me dit, ben bien sûr, ma femme, elle a saigné. Mais il dit, mais monsieur, votre femme, elle est encore vierge. Et voilà où est-ce qu'elle a saigné. Vous n'êtes pas encore entré. Il me dit, comment ça, je ne suis pas rentrée? Oh là là, il ne faut surtout pas leur dire ça parce que ça les vexe énormément. Ils se sentent très pas bien. Mais après, une fois qu'ils ont compris, ils me disent, ah ben maintenant je comprends. Effectivement, quand je vois, je comprends la pauvre qu'elle ait eu mal. Donc, la femme, elle doit conscientiser l'entrée de son vagin et quand le mari va poser son pénis un peu bas, eh ben, elle va lui dire remonte un petit peu. Elle n'est pas obligée de prendre le pénis et de l'introduire elle-même. Et ce que j'explique, moi je l'explique souvent avec ma main. J'avais fait une petite vidéo pour un groupe de vaginiques. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vous explique, imaginez que le vagin, ce soit mes doigts. D'accord? Pardon. Les plicatures sont fermées, le vagin est fermé. Mais il faut que je vous montre. Vous voyez? Oui, attendez. Voilà, super. Donc, vous voyez là, ça? Je vois pas bien, on voit pas, voilà. Alors, vous voyez, l'homme, quand il veut rentrer, il pose son pénis ici. Est-ce que vous voyez bien? Il pose son pénis ici, juste là au-dessus, c'est ça l'hymen. C'est juste un petit repli de muqueuse. Donc, il pose son pénis ici et il pousse. Et si j'ouvre le vagin de l'autre côté, eh ben, il peut pousser tant qu'il veut. Il est sur une peau. Il ne peut pas rentrer. Hein? Donc, quand c'est bien fermé, il suffit juste qu'il remonte juste là. Et si la femme se relâche, il peut rentrer sans douleur. Ce qui fait mal, c'est autour, c'est la face interne des petites lèvres et le vestibule. Donc, des fois, je demande même aux femmes d'écarter un petit peu leur entrejambe pour ouvrir un petit peu leurs petites lèvres pour que la pénétration se fasse sans douleur. Une pénétration n'est pas douloureuse. Maintenant, il y a des femmes qui ont des hymens très peu développés.
Et lorsque l'hymen est très peu développé, eh bien, il n'y aura pas de saignement lors de la première pénétration. Et les hommes ne comprennent pas ça. Elle n'a pas saigné, donc elle n'est pas vierge, donc elle m'a menti, donc je divorce. Et c'est une cause de divorce chez nous. Mais on sait qu'il y avait le professeur Erliko Viez de Strasbourg qui avait fait une étude justement sur le saignement lors des premières pénétrations. Eh bien, il a fait une étude assez importante. 40% des femmes ne saignent pas lors de la première pénétration. Donc, ça ne veut pas dire que 40% des femmes ne sont pas vierges avant la première pénétration. Et donc, ça ne veut pas dire que 40% des hommes ne sont pas capables de faire de pénétration puisqu'il n'y a pas de saignement. Donc, vous voyez, on est dans des. Oui. Alors, maintenant, ce que j'aime à expliquer, c'est que le saignement, même s'il a lieu, la première pénétration, lorsque le pénis a commencé à rentrer, l'hymen va se distendre. Il va se distendre. Il s'agit d'une fine membrane. L'hymen va s'étirer et il va devenir tellement fin qu'il en devient transparent. Et il peut se déchirer, cet hymen, effectivement, mais il va se déchirer sur 1 millimètre. Mais tant que l'homme est en pénétration et qu'il fait ses va-et-vient, il fait l'hémostase, il fait une compression de cette petite déchirure qui a eu lieu. Et ce n'est qu'à la fin du rapport sexuel, quand il va sortir, que ça va se revasculariser. Et quand la femme va s'essuyer, elle va trouver une petite trace de sang. Ça, c'est une perte de virginité, oui. Mais une pénétration, à peine il a commencé à rentrer et ça pisse le sang, c'est pas une pénétration et c'est pas l'hymen, quand il va se déchirer, il devient tellement fin qu'il devient translucide. Il devient tellement. Ce que j'explique beaucoup à mes patientes, c'est imaginez quand vous allez chez le dentiste. Vous allez chez un dentiste, vous ouvrez grand votre bouche, et bien des fois on a des petites fissures au niveau des commissures des lèvres qui peuvent saigner ou ne pas saigner. Eh bien, ça correspond à à une défloration. Voilà, c'est ça une défloration. C'est que ça tire et que ça peut craquer. Mais c'est pas douloureux. Même quand je leur dis, en fait, pourquoi on a des grandes lèvres, des petites lèvres, des machins, parce qu'elles sont un peu écœurées de ce qu'elles voient, je leur dis, mais madame, vous avez vos grandes lèvres, c'est votre culotte avec vos poils. Hein, parce que quand vous êtes debout, ça ferme. Ça ferme l'intérieur. Imagine, on ne dit pas les grandes lèvres, c'est parce qu'on a des lèvres en haut. Hein, et que si on n'avait pas de lèvres, au bout de 3-4 respirations, on ne salive plus. Donc, si vous aviez la bouche toujours ouverte, au bout de 4 respirations, vous n'arrivez plus à respirer, vous n'arrivez plus à déglutir et vous n'arrivez plus à respirer et vous allez mourir. On a des paupières qui nous protègent les yeux. Nos yeux ont besoin d'être toujours humides. Eh bien, les paupières, si on n'avait pas de paupières, au bout de quelques secondes, nos yeux commencent à nous piquer, on n'arrive plus à y voir et puis on devient aveugle. Donc, je leur dis, ces grandes lèvres, ces petites lèvres, c'est juste votre protection. Souvent, en salle de consultation, dès 8 heures du matin, 10 personnes dans la salle d'attente, la famille du marié, la famille de la femme, parce que la jeune femme n'a pas saigné. Alors, on l'emmène chez le gynéco pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est des femmes qui n'ont pas d'hymen ou qui ont un hymen tellement fin, c'est même pas fin, quasi inexistant. C'est un repli quasi inexistant. Donc, elle ne va pas saigner. Et j'explique. Et alors, des fois, c'est très rigolo comment j'arrive à expliquer aux hommes. Alors, je suis un peu méchante, mais je dis la réalité quand ils insistent beaucoup. Ils insistent. Mais oui, il y en a même un qui est venu me dire, ma femme, elle n'a pas saigné, mais pour la famille, il faut le saignement, mais j'aime ma femme. Alors, s'il vous plaît, vous allez la déflorer. Je dis, mais monsieur, elle n'a pas d'hymen. Qu'est-ce que vous voulez que je...
Vous voulez que je fasse mal à votre femme? Je ne peux pas. Ah, il insiste, madame, je vous donne l'argent que vous voulez, patati patata. Je lui dis, écoutez, monsieur, votre femme, elle ne va perdre son hymen que le jour où elle va accoucher. Il fait, ah ça bon? existe, oui. Et voilà. Donc ça, c'est une manière d'expliquer les hymens, ce qu'on appelle, nous, les hymens élastiques. Les premiers rapports sexuels. Bien sûr, je devrais parler de masturbation. Pour moi, c'est une initiation indispensable parce que cette femme qui n'a jamais connu de plaisir, qu'est-ce que c'est qu'un orgasme? Elle s'est jamais masturbée, elle n'a jamais connu l'orgasme. Eh ben, je vais dire que 80% de ces femmes ne vont jamais avoir d'orgasme quand elles seront mariées.